Alors, je vais encore faire des remerciements, mais on va dire que ça sera à peu près les derniers de la matinée. Donc, je tiens à remercier vraiment les intervenants qui nous font l'honneur et le plaisir d'être là aujourd'hui pour discuter de ces thématiques et nous aider à avancer dans nos réflexions sur ces questions. Puis je tiens aussi à vous remercier à toutes et tous d'être venus participer à cette journée que nous avons voulu orienter surtout vers l'échange, au-delà bien sûr des présentations, pour favoriser la discussion sur ces sujets de territoire numérique de marque. Je tiens à signaler que si on parle de numérique, j'ai produit un petit hashtag si vous voulez bien entendu discuter au-delà de la salle de ce qui se passe durant cette journée. N'hésitez pas et ça me permettra moi aussi après d'avoir des archives et de pouvoir produire un document de synthèse à partir de vos éventuels tweets. Tout de suite, avec Marénique, on va vous présenter le pourquoi du comment et ce qu'on entend derrière réellement territoire numérique et de marque, parce que l'aspect de marque peut poser question et c'était un peu le but et c'est ce dont on va discuter avant de laisser la place à nos intervenants de ce matin, donc Dominique Boulier et Louise Merzeau. Marie. Oui. Donc oui, derrière cet apparent oxymore à un territoire et numérique, nous vous proposons aujourd'hui de nous interroger sur la question des territoires numériques de marque, à savoir les stratégies informationnelles et communicationnelles développées par les organisations et par les institutions pour animer, manager leur présence numérique, ainsi que les processus algorithmiques qui régissent leurs actions. Autrement dit, une des premières questions est donc peut-on transposer la notion de territoire ou de marque au numérique et plus spécifiquement au web, mais également comment définir ces territoires dits numériques, quelle est la place des organisations dans ces territoires, quels sont également les acteurs de ces territoires dits numériques, quelles sont les formes d'autorité qui s'y dessinent, quelles sont les pratiques des individus, et également comment et quelles données nous, en tant que chercheurs, on peut collecter. Alors je vais vous présenter en fait ces données collectées à partir donc, de mes travaux de thèse. J'ai constitué empiriquement en fait un corpus de 591 sites web en lien donc avec la thématique Bretagne. À l'époque, mes hypothèses étaient donc peut-on dupliquer les catégories d'analyse d'un territoire stable, un territoire physique, comme celle des échelles territoriales sur le web. Et également, est-ce que le web peut être institutionnalisé, on va dire unifié par une fiction instituante, donc de Lucien Sfez, comme la capacité donc à unifier toutes les composantes du corps social. Alors la première difficulté dans ce type de travaux, c'est de savoir comment un site web serait en lien avec la thématique Bretagne. Est-ce que, par exemple, pour travailler cette thématique, on doit utiliser donc un moteur de recherche type Google et taper la graphie Bretagne dans le moteur de recherche? Alors là, j'ai fait hier soir la manipulation. Donc j'ai eu 117 millions de résultats en 0,51 secondes. Donc, devant la multitude des résultats, la méthode consiste souvent à parcourir le web et à classer les listes de résultats ville par ville. Le problème, c'est quand on fait ce type d'approche, le territoire, finalement, sur le web, a des frontières et ce territoire est principalement la projection de villes. C'est là que, en fait, dans l'analyse, on glisse en fait de la projection de ville, c'est-à-dire un territoire sur le web a des frontières et ce territoire sur le web est la projection de ville, à une autre approche qui est celle de considérer donc la pratique des acteurs. Et là, quand on tape Bretagne, notamment dans Google Images, on a un certain nombre de résultats toujours assez nombreux, mais en regardant finalement les premiers résultats de Google Images, on s'aperçoit que ces premiers résultats sont principalement des cartes. Et là, je reprends la définition de Benedict Anderson qui nous dit qu'une carte est un logo carte, c'est-à-dire que c'est une forme au contour identifiable, ici la péninsule bretonne. Alors, il faut savoir qu'administrativement, la Bretagne a un certain nombre de départements, 4. Et là, dans les premiers résultats de Google, on s'aperçoit qu'effectivement, cette forme au contour identifiable varie, alors non pas vers la mer, mais en tout cas vers Paris, sur ses frontières. Des fois, on a la ville de Nantes, des fois, on ne l'a pas. Des fois, effectivement, on a la Bretagne qui se coupe en son milieu.
Et donc, dans l'analyse, on est obligé de se questionner, est-ce que quand on analyse un web territorial, on doit reprendre en fait les catégories des acteurs politiques qui gèrent et qui représentent les territoires pour analyser leur stratégie de présence en ligne, ou est-ce qu'on doit partir des acteurs qui ne connaissent pas ou qui ne reconnaissent pas ces catégories, mais qui mettent effectivement des contenus en ligne. Et là, l'analyse sémiotique commence à prendre son sens. C'est pour ça que, effectivement, dans l'analyse, on commence donc par finalement glisser d'une première approche sur la projection d'un territoire à celle d'une analyse des pratiques des acteurs et essayer de comprendre finalement en dehors des moteurs de recherche, en dehors des sites institutionnels, si pour des acteurs une thématique territoriale peut faire sens. Donc là, on s'aperçoit que les frontières d'un territoire ne font plus forcément sens sur le web. Et au fil du territoire, j'ai commencé à analyser donc les signes présents sur ces sites. J'en ai analysé 227. Et ma conclusion a été que c'est la circulation d'éléments du territoire au web ou sur le web qui a permis d'analyser ce qu'était un territoire. Là, les frontières ne faisaient plus sens. Que reste-t-il donc d'un territoire sur le web? Et analyser effectivement la circulation d'éléments du territoire physique, on va dire, au web et sur le web. Alors, en étudiant la vie de ces 227 signes, j'ai, entre guillemets, la vie, leur histoire, leur transformation en changeant de support et surtout leur présence sur le web, et leur signification, on va dire, sur le web. J'ai défini donc le concept de signe transposable. Et pour vous parler du signe transposable, je vais vous parler d'une extension en fait qui s'appelle donc le point Paris. Alors pour préciser, un signe transposable, c'est un signe où on reconnaît toujours le territoire de référence, c'est-à-dire qu'il attache au territoire de référence, mais qu'en même temps, en changeant de support, il adopte les principes de circulation sur le web. Donc, en mai 2013, le point Paris a été validé donc, par l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Alors, le point Paris, c'est une extension d'une adresse URL. Et là, j'ai été sur le site de Paris pour illustrer un petit peu mon propos, où j'ai repris en fait l'argumentaire sur le site de la ville de Paris. Et donc l'argumentaire est le suivant. Pourquoi acquérir une adresse en point Paris? Acquérir un point Paris, c'est accoler à son adresse l'image de marque de Paris, symbole de qualité, d'élégance, de créativité et d'innovation pour le monde entier. Donc on voit que là, effectivement, l'image doit circuler sur le monde entier. Bref, renforcer son activité. C'est également défricher un nouveau territoire numérique et c'est réinventer la façon d'être parisien. On pourrait dire si peu. Alors, il y a des exemples d'entreprises qui, effectivement, vont acquérir un point Paris. Et il y a l'exemple sur cette page, je ne l'ai pas renoté, du point, on va dire, Ulule.Paris. Et le point Paris, donc c'est Ulule qui poste ce commentaire, le point Paris nous est apparu dès le début comme une évidence. Ulule est made in Paris. Nos bureaux sont situés dans le 2e arrondissement. Et de nombreux Parisiens nous ont fait confiance. Plus de 900 projets ont été lancés avec succès sur Paris. Le lancement du site Ulule.Paris est une façon de rendre hommage à nos racines, mais aussi d'illustrer l'importance des logiques de proximité, de voisinage dans le crowdfunding. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a des logiques de proximité, de voisinage, mais également d'image de marque et de nouveaux territoires numériques. Donc ici, le territoire de la ville de Paris ne se limite plus, c'était une hypothèse de départ, ne se limite plus à son échelle territoriale, mais elle va bien au-delà de ses frontières. Finalement, avec le point Paris, elle crée en fait cette institution, un acteur réseau ad hoc constitué à partir des adresses URL en point Paris situées choisies, on va dire, par les utilisateurs. Et c'est là qu'effectivement la notion de transposition et de circulation, pour reprendre le terme de Tard, peut-être même d'immutation, autour d'une fiction qu'on va dire circulante, devient intéressante comme piste de recherche. C'est à moi.
Alors moi, pour ma part, j'ai travaillé sur un terrain beaucoup plus organisationnel dans une entreprise que vous connaissez tous à la base, qui est La Poste. Et en fait, la problématique, une des questions de La Poste était que, comme beaucoup d'organisations, elle se trouvait un peu désorientée, déstabilisée par les nouveaux usages du numérique, les nouvelles pratiques informationnelles qui se développaient. Et en fait, elle était face à, on va dire, deux grandes problématiques, à savoir comment appliquer, comment transposer ces stratégies habituelles de communication qui consistent notamment à questionner l'autorité de certains acteurs, leur expertise, leur crédibilité, éventuellement leur influence, si on parle dans un aspect un peu plus marketing. Et aussi, bien sûr, cette question, comment évaluer la représentation que certains de ces publics, alors consommateurs ou pas, puisque c'est une entreprise de service public, donc certains de ces publics avaient de ces produits et de ces services. Filant un peu ces questions, je me suis aperçu que la réputation, qui est une notion assez protéiforme, allait articuler ces notions d'expertise, de crédibilité, de popularité, d'influence, de notoriété, etc. Et aussi questionner notamment la représentation, les perceptions que l'on pouvait faire dans un groupe social déterminé d'un acteur, d'une entité, de ses discours, de ses pratiques. En m'intéressant à la possible transposition de cette notion de réputation web, donc j'ai repris le terme des praticiens, qui est celui d'e-réputation, qui mérite aussi d'être discuté, et par certaines expérimentations, notamment par le biais de Twitter ou de la recommandation sociale, je me suis aperçu que la réputation en ligne numérique apparaissait comme une forme de mesure de l'agir des usagers et de son agir et de ses interactions, qu'elles soient endogènes, par exemple comme laisser une opinion, mettre une note, etc. sur un avis, sur un hôtel ou j'en passe, et aussi bien entendu automatisées, quand vous cliquez sur le like de Facebook. Cette forme de mesure est intégrée à certains systèmes de computation des plateformes, certains algorithmes. Par exemple, l'année dernière, des responsables de Google ont dit Google mesure de la réputation. Google ne mesure pas de la popularité, de l'autorité. Google mesure de la réputation. On pourrait discuter d'Amazon, d'Apple, etc. si on prend comme on dit, les GAFA, les plateformes les plus dominantes du web. Elle participe aussi, cette notion de réputation en ligne, aux stratégies d'information et de communication des organisations, bien entendu, qui veulent autant en construire, en produire de la réputation que s'appuyer sur celle des autres pour favoriser donc leur stratégie d'information, de diffusion, de circulation d'informations. Et aussi, j'ai abordé cette réputation comme favorisant une forme de médiation des savoirs. Alors je mets savoir entre guillemets parce que reste à déterminer, bien entendu, quelle forme de savoir. Et cette forme de médiation, c'est pas à proprement parler, elle s'applique pas à proprement parler au contenu, on va dire, des savoirs, des informations diffusées, mais en fait, elle s'applique au profil de certains acteurs, de certains utilisateurs des plateformes, à partir du moment où elles se matérialisent en marqueurs documentaires, en ce que je vois comme des attributs identitaires en ligne. Par exemple, le nombre d'abonnés d'un compte, le nombre de likes, d'étoiles, bref, tout ce qui va faire sens pour un utilisateur et qu'il va relier à une forme de réputation, c'est-à-dire d'évaluation sociale partagée des actions, des usages de chacun des autres utilisateurs d'un groupe. Et du coup, cette matérialisation sous forme de marqueurs documentaires apparaît donc comme des sceaux, des labels ou des étiquettes au sens de Baker par exemple, qui vont ou pas favoriser l'interaction, qui vont permettre une forme de représentation donc des actions des comptes en question. Et c'est aussi un signe d'autorité, on va dire, pour les systèmes, pour certains systèmes. Par exemple, Google a essayé pendant une période d'utiliser ce qu'il appelle l'author rank pour s'appuyer sur certains de ces marqueurs pour favoriser la hiérarchisation de l'information. Twitter annonce développer un algorithme qui s'appuie sur ça. Facebook et son EdgeRank s'appuient sur certains de ces marqueurs pour vous donner accès ou non à certains contenus. De ce fait, j'ai abordé la réputation donc, par un prisme assez documentaire, là en l'occurrence de ce que je vous présente, comme permettant à une organisation, j'allais dire, de structurer son environnement informationnel. Alors environnement, c'est un terme choisi à dessein assez large et qui repose plus d'ailleurs sur des formes, on va dire, d'agencement et de construction que sur quelque chose que l'on peut délimiter. Et donc, en expérimentant ça, notamment sur le terrain de la Poste, je me suis aperçu que cette définition d'indicateur permettait à l'organisation de sélectionner les lieux, on va dire, les plateformes où elle pouvait, ou entre grandes guillemets, les communautés avec lesquelles elle pouvait diffuser de l'information, elle pouvait générer des interactions et en somme pouvoir lui donner des nouveaux points de repère sur ses actions, sur la mesure de ses actions et sur la manière d'interagir avec les parties prenantes ou les publics qui l'intéressent. Mais arrive une question, pour autant, est-ce que cette question de réputation permet à être seule de circonscrire un territoire de marque
voire plutôt, et on va en discuter juste après, plutôt un territoire de marqueurs, en fait, plutôt que de marque au sens spécifiquement marketing. Face, en fait, donc, aux travaux de Marianne Higues et aux miens, on a essayé d'articuler tout cela, et deux questions centrales ont émergé, en fait, de nos approches et de nos discussions sur ces sujets-là. Donc la première question est le territoire se définit-il donc à partir du suivi de signes transposables sur le web? Et j'essaie de faire ça. La deuxième question, c'est est-ce que le territoire est délimité, alors voire structuré c'est quand même un terme un peu fort, mais est-ce qu'il est délimité par les formes d'autorité, on va dire, qui se déploient sur le web, que ce soit des formes d'autorité qui aujourd'hui sont acquises justement par ces fameux indicateurs de réputation, par les algorithmes bien sûr et tous les systèmes des plateformes qui vont réguler, par certaines formes de régulation, j'allais dire externes, je pense à des régulations législatives. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur les questions de renseignement montre bien une volonté de l'État de réguler, ou tout du moins d'essayer de réguler certaines formes d'interaction sur le web, voire, encore une fois avec des guillemets, certaines communautés, tant et soit peu qu'on puisse parler de communautés sur le web, de groupes sociaux qui vont à un moment se réunir d'usagers pour essayer de réguler, de favoriser ou pas le développement de certaines stratégies d'organisation ou d'institution. Donc en associant nos travaux, nous souhaitons travailler donc sur une définition qui va associer la circulation et les questions d'autorité. Dans la définition vraiment très provisoire de ce que serait un territoire numérique de marque, on a défini donc la circulation d'un ensemble de signes transposables du territoire physique à celui du web, mémorisés et traités par des algorithmes, valorisés par l'autorité réputationnelle des usagers, notamment à partir des plateformes de réseaux sociaux numériques, et qui marquent ici leur attachement à une organisation ou à un territoire. Alors vous voyez bien qu'on s'interroge en fait sur ce statut et voire même cette notion de marque. Comment peut-on les identifier? Comment peut-on définir une organisation, une institution sur le web à partir de principalement ce que nous collectons aujourd'hui sur le web, alors soit à partir de sites web, soit à partir de profils sur des plateformes de réseaux sociaux. Donc on glisse en fait au fur et à mesure sur cette notion de définition avec deux questions. La marque ici, elle va être définie temporairement donc comme un signe transposable donc du territoire physique au web. Et si en reprenant en fait l'approche de Camille, comme un marqueur en fait qui est issu du traitement des traces numériques, reste à définir aussi ce qu'on met derrière cette question de traces, qui participe en quelque sorte à une mise en scène de la présence numérique et des usagers et des organisations, mise en scène qu'on peut voir même au sens goffmanien du terme, et qui potentiellement structure cette mise en scène des institutions et des organisations. Alors, pour creuser un peu plus tous ces aspects, nous avons donc organisé cette journée d'études, tout ça pour en arriver là. Et nous avons certains questionnements dont nous espérons nous en sommes persuadés d'ailleurs, que nos intervenants vont donner certaines pistes sur ces points. Un ensemble de deux questions. Et donc, celle développée donc, par Dominique Boulier, peut-être qu'il va réussir à associer nos deux approches. Propagation et conversation donc, se traduisent-elles dans une théorie des répliques ? Donc ensuite, ça sera Louise Merzeau qui viendra questionner en fait questionner le profil comme un possible territoire imaginaire. Et moi, je me demandais aussi peut-être parler de la question de la déliaison en fait des traces et de son impact sur la question du profil, voire d'un possible territoire. Ensuite, donc, nous irons en mobilité. Donc, est-ce que le territoire numérique s'exprime-t-il en mobilité et par hybridation, donc autour des travaux de Laurent Salard ? Ensuite, Nathalie Pinette, je pense, questionnera la place des organisations et leur transposition sur leur question d'identité et d'identité, on va dire, réelle et d'identité numérique et la manière dont ça structure en quelque sorte leur présence, leur stratégie. Et enfin... Pour finir, quelle forme de consommation ou de résistance à la consommation donc, dans un territoire numérique de la part donc, des digital natives ? On vous remercie pour votre attention et votre présence. Merci.